B. Bon, marhaba bikum. Bonjour à toutes et à tous. On va enchaîner avec l'IRM cardiaque cette fois-ci et on va parler essentiellement du principe de l'IRM cardiaque et les séquences de base qu'on va utiliser en IRM cardiaque. L'IRM cardiaque qui est un examen relativement récent par rapport aux autres IRM, mais qui est actuellement il est entré dans les routines de l'exploration du cœur. Et je pense que tout radiologue, même un radiologue dans un service de radiologie générale, doit connaître au moins les principes de base de l'IRM cardiaque, réussir un examen d'IRM cardiaque et l'interpréter du moins pour la pathologie la plus fréquente, qui est la cardiopathie ischémique et éventuellement les myocardites. Donc l'IRM cardiaque, c'est pas du tout sorcier, c'est pas un examen qui est très difficile. Vous allez voir, juste il est un peu spécial, mais sinon sur le plan technique et tout, je pense que c'est un examen qui est simple à maîtriser et à réussir. Donc c'est un examen qui n'est pas comme les autres examens. C'est pas pour vous désencourager, mais au contraire, c'est un examen qui est différent par l'équipement, qui nécessite un équipement qui est un peu spécial, une préparation spéciale du patient également, une technique d'acquisition qui est un peu différente des autres, et les séquences sont des séquences qui sont dédiées pour l'exploration cardiaque. Donc on va commencer par l'équipement. L'équipement, tout d'abord, il faut qu'on dispose d'une IRM 1.5 Tesla ou 3 Tesla. Avec les 1.5, je pense que l'examen il est beaucoup plus facile à réaliser, dans le sens que à 3 Tesla, certes on double la puissance du champ, mais on double également les artefacts, que ce soit la susceptibilité magnétique et tout, ce qui gêne un peu la réalisation de l'examen. Par la suite, il faut un injecteur automatique. Donc il faut un injecteur automatique pour l'injection de produits de contraste, et généralement c'est un injecteur à double voie pour rincer le gadolinium par le sérum physiologique. Il faut une antenne, on ne va pas dire une antenne dédiée, c'est une antenne classique, antenne torso, qu'on utilise en IRM hépatique, qu'on utilise pour la prostate. On peut l'utiliser également pour l'exploration thoracique et pour l'IRM cardiaque. Il y a des antennes qui sont dédiées pour le cœur, qui coûtent un peu cher, mais je pense qu'avec une IRM torso, on peut facilement réaliser l'examen sans problème. Et bien sûr, il faut le matériel pour le gating cardiaque, à savoir un capteur de pouls ou bien des électrodes pour la détection de l'ECG. À la fin, il faut des séquences et des logiciels de post-traitement qui sont dédiés pour le cœur. Pour les logiciels de post-traitement, il n'y en a pas beaucoup, c'est essentiellement pour calculer la fraction d'éjection. Il y a d'autres pour le tagging et tout, mais avec un logiciel pour le calcul de la fraction d'éjection, on peut s'en sortir dans 99% des examens. Pour la préparation du patient, les contre-indications, là on va passer rapidement puisqu'on a vu ça dans les bases physiques de l'IRM, je pense au cours du deuxième ou troisième cours. Les contre-indications, c'est les pacemakers, les anciens pacemakers, les défibrillateurs, les anciennes valves, les ballons intra-aortiques, les prothèses auditives, les pompes à insuline, tout matériel électronique implanté dans le corps, les prothèses ferromagnétiques, les éclats métalliques intraoculaires, les patchs, les patchs de l'ECG, les patchs classiques qui sont utilisés dans un service de cardiologie, sont des contre-indications parce que ça donne beaucoup d'artefacts et ça peut donner des brûlures cutanées. Donc une fois, imaginez que le patient est hospitalisé dans un service de cardiologie, on a oublié d'enlever les patchs au niveau de l'aire précordiale, donc il faut les enlever et il faut les remplacer par des patchs qui sont amagnétiques, qui coûtent un peu plus cher. Bien sûr, les autres contre-indications,
l'obésité morbide, puisqu'un patient dont le bide fait plus de 70 cm, il ne peut pas entrer dans le tunnel. La claustrophobie et l'agitation, puisque c'est un examen qui va durer au moins, on va dire entre 20 et 30 minutes, voire même plus. L'injection de gadolinium pour la clairance inférieure à 30 ml par minute, sauf urgence bien sûr, où on peut injecter dans ce cas les gadolinium macrocycliques, en particulier le deutérème qui est la seule molécule commercialisée en Tunisie actuellement. La grossesse pour l'injection de gadolinium, mais c'est rare de réaliser une IRM cardiaque chez une femme enceinte. Les précautions sont les TAVI, donc les valves aortiques implantées par voie endovasculaire. Il faut respecter un délai de 6 semaines avant de réaliser l'IRM cardiaque. Et les patchs pour septoplastie, c'est la même chose. Il faut un délai de 6 semaines, juste par précaution. Ne sont pas des contre-indications les stents coronaires et périphériques, les fils de sternotomie et les pacemakers qui sont compatibles avec l'IRM. Donc, ne sont pas des contre-indications. On peut réaliser l'IRM. Bien sûr, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site mrisafety.com où on peut trouver la plupart des produits qui sont testés à l'échelle mondiale, que ce soit à 1,5 Tesla ou à 3 Tesla. La préparation du patient. La préparation du patient, donc une fois on a vérifié les contre-indications, il faut admettre le patient dans une salle d'attente, il faut, dans la salle de préparation, pardon, il faut lui expliquer que c'est un examen qui va durer au moins 30 minutes, entre 20 et 30 minutes pour les examens les plus rapides, notamment pour le calcul de la fraction d'éjection. Mais sinon, si on est face à un infarctus du myocarde, on fait un bilan d'un infarctus, un bilan de viabilité, et il y en a dans le tunnel pour au moins 30 minutes, voire même 45 minutes. Il y a des protocoles qui sont rapides, mais en pratique, je pense qu'on ne peut pas faire un examen dans moins de 20 minutes. Donc on va dire entre 20 et 40 minutes. L'essentiel, c'est un examen qui va durer assez longtemps. On va demander aux patients de faire des apnées qui sont répétées, de 10 à 15 secondes. Donc à chaque fois, on va demander au patient de bloquer la respiration, puis il va respirer. Et ça pendant presque le long de l'examen. La plupart des séquences sont réalisées en apnée, voire même la quasi-totalité des séquences sont réalisées en apnée. Donc ce sont des apnées qui vont durer entre 10 et 15 secondes. Donc il faut entraîner le patient à faire des apnées avant d'entrer dans la salle. Et il faut demander au patient de faire des apnées au même moment du cycle respiratoire, idéalement en fin d'expiration simple. Donc il ne faut pas demander au patient de faire une inspiration profonde ou bien en expiration forcée. Donc en fin d'expiration simple et puis 10 à 15 secondes, puis il peut respirer. Tout ça, c'est pour avoir le massif cardiaque au même endroit, au même niveau, au niveau du thorax, et donc avoir des coupes qui sont exactes. Sinon, on va trouver que le massif cardiaque se déplace d'une séquence à une autre et on aura du mal à avoir des belles images. Par la suite, il faut mettre une voie d'abord de bon calibre, idéalement au niveau du pli de coude, et il faut prendre le poids et la taille du patient. Pourquoi? Parce que la plupart des mesures, que ce soit des volumes ou bien essentiellement les volumes, télédiastolique, télésyastolique, la masse myocardique, doivent être interprétés en fonction de la surface corporelle du patient. Et donc le poids et la taille du patient sont obligatoires. Par la suite, on va installer le patient. On va installer le patient en décubitus dorsal, généralement, tête avant. Et puis, on va mettre l'antenne torso et mettre les électrodes, avant de mettre l'antenne torso, bien sûr, avec éventuellement le capteur du pouls, on peut le mettre au niveau de l'index. Ok, donc pour les électrodes, doivent être placées selon les recommandations du constructeur. Donc, si le constructeur préconise de mettre les électrodes comme ça, il vaut mieux les mettre
dans la position indiquée ou préconisée par le constructeur. Sachant que c'est très variable d'un constructeur à un autre. Il y a des constructeurs avec 3 électrodes, il y a avec 4, avec 5 et même plus. Ok? Donc l'essentiel, c'est au niveau de l'air précordial, selon les recommandations du constructeur. Une fois on a placé les électrodes, on va voir le rythme cardiaque. Si le rythme cardiaque est régulier, donc c'est bon, c'est une bonne nouvelle, donc on peut commencer l'examen. Si le rythme est irrégulier, à mon avis, ce n'est pas la peine de commencer l'examen. Un rythme irrégulier, c'est un examen de très mauvaise qualité. C'est un examen qui va être gênant, que ce soit pour le patient, pour le technicien et pour le médecin qui va interpréter. Ok? Un rythme régulier est obligatoire. Certes, on peut faire quelques séquences avec un rythme qui est irrégulier. Donc avec le real time et tout, on peut faire quelques séquences. Mais on ne peut pas réussir l'examen dans le sens où il y a beaucoup de séquences qui ne sont pas réalisables avec des rythmes qui sont irréguliers. Par la suite, un autre truc, c'est l'onde R doit être ample. Et elle se détache du reste du tracé. Vous voyez ici, un tracé qui est un peu bizarroïde, mais l'essentiel, on a le pic de l'onde R qui sort donc du reste du tracé. Et ça, c'est très important parce que la machine s'en fout de l'ECG. Le plus important pour la machine, c'est détecter l'onde R. Parce que l'onde R, elle va l'utiliser pour faire la synchronisation cardiaque par la suite. Donc, une fois on a placé le patient dans le tunnel, il ne faut pas hésiter à voir l'ECG, donc sur la console généralement, ou bien une console séparée. L'essentiel, il faut trouver une onde R qui se détache du reste du tracé. Si ça ne marche pas, on peut utiliser le capteur de pouls. Avec le capteur de pouls, généralement, ça se passe très bien dans le sens où le capteur de pouls, il capte l'onde systolique. Et donc, la machine, elle va essayer de détecter l'onde systolique. Et l'onde systolique, je pense, elle est beaucoup plus simple à détecter que l'onde R dans la plupart des cas. Nous, personnellement, à Monastir, on utilise le capteur de pouls. Pourquoi? Parce qu'il est efficace. Donc, on a l'onde systolique assez souvent. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher dans le sens où on n'est pas obligé de placer des patchs à magnétique qui coûtent assez cher. Ok? Mais on peut utiliser les deux. Hein. On peut utiliser l'ECG et le capteur de pouls. Si ça ne marche pas avec l'ECG, on peut passer au capteur de pouls et vice-versa. Donc avec un capteur de pouls, ça marche très bien. On peut réussir l'examen sans problème. Il y a juste une différence entre le capteur de pouls et l'ECG, c'est que l'onde systolique, vous imaginez, pour qu'elle arrive au niveau de l'index, ça prend un peu de temps. Dans le sens, alors qu'avec l'ECG, dès qu'on a la systole ventriculaire, elle va être captée assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir juste un décalage entre la systole avec le capteur de pouls et la systole avec l'ECG. Ça ne gêne pas l'interprétation du tout. Juste, on va trouver une sorte de décalage quand on va faire la fonction ventriculaire. Tout simplement donc pour le calcul de la fraction d'éjection. Mais sinon, sur le plan pratique, ça ne gêne pas du tout. On vient sur la technique d'acquisition. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou pas? Pour le moment, pas de questions. Ok. Donc, on va passer à la technique d'acquisition. Et ça, c'est très important. Donc, l'acquisition en IRM cardiaque, c'est pas l'IRM cérébral. On a un massif cardiaque qui est au mouvement et on a des mouvements respiratoires. Donc, on a un double défi. Les mouvements respiratoires et les mouvements du cœur. Pour les mouvements respiratoires, il faut une apnée. Donc, l'apnée, elle est quasi obligatoire pour toutes les séquences. Sinon, on peut faire
du gating respiratoire. Gating respiratoire avec le gating cardiaque qui est obligatoire. Donc pour le gating cardiaque, c'est obligatoire. On ne peut pas faire une imagerie sans le gating cardiaque. Donc il est obligatoire. Coupler les deux, gating cardiaque et respiratoire, ça va entraîner quoi? C'est possible, mais ça va entraîner un allongement très important de l'acquisition. Donc si on va faire les deux, synchronisation cardiaque et respiratoire, donc on ne va pas demander une apnée pour le patient. Imaginez que le patient il est en coma, il n'est pas coopérant, ou bien on est face à un enfant, donc on est obligé de faire la synchronisation cardiaque et respiratoire. Dans ce cas, l'acquisition elle va durer plusieurs minutes pour avoir une séquence. Donc on va se concentrer essentiellement à la synchronisation cardiaque parce que la synchronisation respiratoire elle est exceptionnellement utilisée et généralement on demande une apnée au patient. Donc pour la synchronisation cardiaque, il y a deux types de synchronisation cardiaque. Il y a la synchronisation rétrospective et il y a la synchronisation prospective. C'est comme le scanner cardiaque. Donc on va commencer par la rétrospective qui est la plus simple à expliquer et on va voir un sous-chapitre de la rétrospective qui est la multiphasique. La multiphasique, donc rétrospective multiphasique, comme son nom l'indique, c'est une acquisition continue et par la suite la machine elle va faire des reconstructions des phases à la fin de l'acquisition. Donc vous voyez ici, là on capte le CG et on fait une acquisition qui est continue. Par la suite, qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Une fois l'acquisition est terminée, donc on a demandé au patient de respirer, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle va dire que ces phases-là, cette phase et cette phase, sont en fin de compte les mêmes phases du cycle cardiaque. Puisque là, l'onde R et là, l'onde R, donc là, c'est la première phase après l'onde R. C'est la même chose ici et c'est la même chose ici. Donc, elle va utiliser ces trois phases pour remplir un plan de Fourier, donc une image. Donc, ces trois acquisitions vont permettre le remplissage d'un plan de Fourier et donc on aura une image acquise à ce moment-là. Cette phase-là, elle correspond à cette phase et elle correspond à cette phase-là. Donc, ils vont être additionnés pour avoir un autre plan de Fourier. Donc, en fin de compte, sur un cycle RR, on a par exemple une dizaine de phases. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le cœur dans 10 phases du cycle cardiaque. On voit le cœur en systole plus une fraction de seconde. On voit le cœur en diastole et ainsi de suite. Donc, on va voir les différents cycles cardiaques dans une seule acquisition. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une dizaine d'images dans un cycle cardiaque et on peut les défiler en boucle. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme si on va voir le cœur qui est en train de bouger. Ok, on va voir des exemples par la suite. Donc vous voyez, c'est une acquisition rétrospective, c'est-à-dire une acquisition de l'ECG en parallèle, une acquisition des signaux qui proviennent du corps. Et donc, par la suite, elle va faire des reconstructions rétrospectivement. Elle prend la première phase ici, ici et ici pour avoir une image. Pourquoi on l'appelle multiphasique? Parce qu'on a plusieurs phases de notre cycle cardiaque. Ok? Pour la prospective, c'est une acquisition qui est déclenchée par l'onde R. Donc, vous voyez ici, l'onde R arrive et hop, la machine, elle va le détecter. Donc, elle va ordonner une acquisition dès qu'elle détecte l'onde R. Par la suite, elle va arrêter l'acquisition et elle détecte de nouveau une onde R. Donc là, c'est la fenêtre d'acquisition. Vous voyez, il y a une fenêtre d'acquisition, puis elle arrête l'acquisition. Pourquoi? Pour une fenêtre d'écoute pour détecter l'onde R qui suit. Par la suite, elle lance une acquisition pour arrêter ici, et ainsi de suite pour détecter l'onde R qui suit. Donc, vous voyez ici, donc l'onde R, c'est le déclencheur et elle déclenche l'acquisition dès qu'elle détecte une onde R. Vous voyez ici un cycle où on a détecté par exemple 5 phases, ici 5 phases et ici 5 phases. Donc cette image et cette image
c'est la même phase, donc elle peut les utiliser pour avoir une image de bonne qualité. Cette zone où on n'a pas détecté, elle est obligatoire ici. Pourquoi? Parce qu'il faut une fenêtre d'écoute pour détecter l'onde R. Si elle continue l'acquisition ici, et une onde R arrive, elle ne peut pas la détecter. Donc pour qu'elle détecte l'onde R, il faut une zone où il n'y a pas d'acquisition du tout. Donc c'est une fenêtre d'écoute. Pour que l'IRM écoute une onde R, il ne faut pas qu'elle soit en train de faire des acquisitions des signes. Donc cette acquisition-là, on l'appelle acquisition prospective, mais multiphasique. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs phases dans un cycle cardiaque. À l'opposé, il y a le prospective, c'est la même chose, une onde R, mais monophasique. Donc il y a une phase qui est imagée, par la suite une fenêtre d'écoute, et la même phase qui est acquise, et ainsi de suite. Donc cette fenêtre ici, elle va donner une phase. Une phase, c'est-à-dire le cœur, il ne bouge pas du tout. Donc on voit ici le cœur qui est figé. On l'appelle prospective monophasique. Donc le cœur, il ne bouge pas. On le voit en télédiastole par exemple. Ici, on le voit qui est en train de se contracter. Et puis, on passe directement. Il y a des phases qui sont loupées ici. OK? Donc là, c'est le rétrophasique. On ne loupe rien du tout. Tout le cycle est imagé. En prospective, on a du multiphasique. Donc, on a plusieurs phases, mais on peut louper quelques phases. S'il vous plaît, le micro. S'il vous plaît, le micro. Voilà. Alors, donc, pour le prospectif, il y a le multiphasique. Donc, on a plusieurs phases. 10 phases, 15 phases, 20 phases, peu importe. Et on a le monophasique. Le monophasique, on aura le cœur qui est figé. Il n'est pas en train de bouger. OK? Donc, ça, c'est les deux techniques de synchronisation cardiaque. Il y a le prospectif et le rétrospectif. Vous allez me dire, quand on va utiliser le prospectif et quand on peut utiliser le rétrospectif. Eh bien, ça dépend de la séquence. Il y a des séquences qui sont réalisables uniquement en prospective monophasique. Il y a des séquences qui sont réalisables en rétrospective et il y a des séquences qui sont réalisées en prospective multiphasique. Donc, tout dépend. On va les voir une par la suite. OK? Il y a des séquences qui sont réalisables en prospective ou en rétrospective. Mais il y a des séquences qui sont réalisables uniquement en prospective monophasique. OK? On passe au plan de référence. Les plans de référence, vous allez oublier les axiales, sagittales et coronales. En IRM cardiaque, on parle de plan de référence long axe du VG ou long axe de cavité du VG où on voit le ventricule gauche et l'oreillette gauche avec la valve mitrale. Il y a le petit axe du cœur où on a le VG et le ventricule droit qui sont en coupe axiale et on l'appelle petit axe. Il y a au short axis en anglais, il y a le long axe 4 cavités ou 4 cavités tout court. C'est les 4 cavités avec le ventricule gauche, ventricule droit, oreillette droite et oreillette gauche. Comment on obtient ces plans de référence? Eh bien, c'est très simple. Il faut juste une petite concentration et on peut réussir et avoir ces plans de référence facilement. Il faut être méthodique, tout simplement. Pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, parce que l'IRM cardiaque, certes, c'est le technicien qui technique l'examen. Il faut un bon technicien, mais il faut un bon radiologue qui maîtrise tout ça. Pourquoi? Parce que parfois, le technicien, lors d'une cardiomygalie ou lors d'une dilatation du ventricule droit, tous les repères anatomiques sont un peu chamboulés et donc il faut aider le technicien à placer les plans de coupe. Donc, l'IRM cardiaque, c'est pas, on ne va pas rester dans un petit coin, on regarde derrière une console de post-traitement pour interpréter. Non, il faut accompagner le technicien pour réussir l'examen. OK?
Donc, comment on les obtient? Bien sûr, on commence toujours par une séquence de repérage, une séquence axiale stricte. Généralement, les repérages, c'est des axiales coronales et sagittales. On prend une coupe axiale stricte qui passe par le massif cardiaque. Donc, vous voyez, par le massif cardiaque, et vous voyez ici le ventricule gauche. Donc, la première coupe qu'on va obtenir, c'est la coupe long axe du ventricule gauche, long axe de cavité. Comment on l'obtient? Eh bien, on va placer une coupe comme ça, qui passe parallèle au septum, tout en passant par le milieu de l'anneau mitral et l'apex du ventricule gauche. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette coupe-là. OK? Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette coupe et on va placer un autre plan de coupe qui passe par le milieu de l'anneau mitral et l'apex du ventricule gauche. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une coupe pseudo-4 cavités. On l'appelle pseudo-4 cavités. Pourquoi? Parce que le ventricule droit, les cavités droites, ne sont pas bien déroulées. Donc on voit bien le ventricule gauche avec l'oreillette gauche, mais on voit beaucoup moins le ventricule droit. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. OK? Mais on va prendre quand même cette coupe pseudo-4 cavités avec la coupe qu'on a obtenue tout à l'heure, la coupe long axe. Et on va placer un plan de coupe en double obliquité, donc tout en étant orthogonal au ventricule gauche, que ce soit sur la coupe long axe 2 cavités et long axe 4 cavités. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la coupe petit axe. Au petit axe, ce n'est pas le petit axe du VG, c'est le petit axe du cœur, tout simplement, avec le VG et le ventricule droit. C'est la coupe la plus importante sur laquelle se base le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche et du ventricule droit. Généralement, on ne fait pas une seule coupe en petit axe, on fait plusieurs coupes. Donc, on va faire une pile de coupes qui passe de la base jusqu'à l'apex du ventricule gauche pour avoir plusieurs coupes donc de la base vers l'apex du ventricule gauche. OK? Donc, généralement, on fait entre 10 et 12 coupes. Tout dépend de la morphologie du cœur. Bien sûr, quand on va commencer, on commence par la coupe la plus basale vers l'apex du ventricule gauche. Généralement, on aura entre 10 et 12 coupes. Bien sûr, si on est pressé, on peut faire seulement 5 coupes. Dans les coupes morphologiques, ce n'est pas les coupes de ciné-IRM qu'on va voir par la suite, qui sont nécessaires pour le calcul de la fraction d'éjection. OK? Donc, on a vu la coupe long axe ventricule gauche, la coupe pseudo-4 cavités, la coupe petit axe. Donc, on prend la coupe long axe de cavité avec la coupe petit axe. Et on va essayer d'obtenir la coupe vraie 4 cavités. Comment on l'obtient? Eh bien, par une coupe qui passe comme ça. Vous voyez, ce plan de coupe, il a donné tout à l'heure le pseudo-4 cavités. Le pseudo-4 cavités, comment le régler un peu? Eh bien, par une double obliquité. Puisqu'on a obtenu la coupe petit axe, on va faire cette coupe, mais on va faire une obliquité ici. Parce que le micro, s'il vous plaît. Parce que la coupe pseudo-4 cavités, prière d'éteindre le micro. Voilà, merci. Ok, merci. La coupe pseudo 4 cavités qu'on a vue tout à l'heure, puisqu'on l'a placée sur un plan de coupe, on n'a pas fait une double obliquité. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une coupe qui est comme ça. Et donc, c'est pour cette raison, le ventricule droit, il n'est pas bien enfilé. Le fait de faire une double obliquité, vous voyez, on va enfiler le ventricule gauche et le ventricule droit. Vous voyez, on a une coupe qu'on a un ventricule gauche, un ventricule droit, oreillette droite et oreillette gauche qui sont bien enfilés. Donc, vous voyez, c'est un enchaînement. Pour obtenir ces différents plans de coupe, c'est un enchaînement. Il faut passer de la coupe de référence, long axe de cavité, pseudo 4 cavités. Par la suite, on prend les deux pour avoir les petits axes qui sont les coupes les plus importantes. Et par la suite, avec une coupe petit axe et long axe de cavité, on peut obtenir une coupe vraie 4 cavités. OK? Pour l'interprétation, et ça c'est très important, il faut parler le même langage avec les médecins nucléaires et les cardiologues. Donc, on divise donc l'interprétation
elle doit se baser sur les segments du ventricule gauche qui sont au nombre de 17, 6 au niveau de la base, 6 au niveau de la région moyenne, 4 au niveau de la région apicale et le 17 c'est l'apex, c'est la pointe du ventricule gauche. Ok? Donc si on a un œdème ici, on va dire c'est un œdème au niveau du segment 2 ou bien quel segment? C'est le segment basal, donc c'est le septum basal, donc c'est l'antéro-septo-basal. Ok? Donc là c'est l'inféro-septo-basal. Ici c'est l'antéro-apical, c'est le septum apical, c'est la paroi latéro-apicale, la paroi inféro-apicale. Ok? Donc il faut parler toujours le même langage. Ok? Donc on a une paroi antérieure, une paroi inférieure, une paroi septale et une paroi latérale du ventricule gauche. Ok? Voilà, il faut parler le même langage, ça c'est très important pour le nombre de segments. Et éventuellement et idéalement, c'est de rapporter les résultats avec ces figures-là pour aider, que ce soit le cardiologue ou le médecin nucléaire, l'interprétation ou bien surtout pour parler le même langage, notamment pour les territoires des coronaires et tout. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Voilà. Alors, on va enchaîner par les séquences. Les séquences, on peut les classer en deux types, en deux familles. Famille des spinéco, il n'y en a pas 36 000, et la famille des codogradiens. Pour la famille des spinéco, c'est essentiellement la séquence T2 STIR. C'est la séquence T2 STIR, donc une séquence T2 avec saturation du signal de la graisse. Il y a les séquences T1 également qu'on utilise, mais on l'utilise rarement. On l'utilise essentiellement dans un bilan de masse cardiaque ou bien dans la dysplasie, mais le plus souvent, on utilise la séquence T2 STIR. Et c'est pour cette raison j'ai mis la séquence T2 STIR. Donc, on l'utilise dans les cardiopathies ischémiques, dans les cardiomyopathies non ischémiques, en particulier la myocardite, on va utiliser la séquence T2 STIR. Il y a la famille des codogradients, qui sont les séquences de ciné-IRM, ce sont les séquences SSFP, c'est les Steady State Free Precession, c'est les Fiesta, les TrueFISP, les BFFE, les séquences donc SSFP. Les SSFP, c'est la nomenclature donc internationale. La séquence de perfusion, qui est une séquence généralement en inversion en récupération écoplanar. Et la séquence de rehaussement tardif, qui est une séquence en écho de gradient. Ok? On va commencer par la séquence T2 STIR. La séquence T2 STIR, c'est une séquence, c'est pas la séquence STIR classique, c'est une séquence où on a un contraste T2 avec saturation de la graisse, mais c'est une séquence avec une impulsion son noir. Toutes les séquences spinéco qu'on va utiliser en IRM cardiaque sont des séquences spéciales dites son noir. C'est quoi ces séquences son noir? Eh bien, la séquence son noir, c'est une séquence en turbospinéco classique, comme on a vu dans les bases physiques, c'est-à-dire une séquence qui comporte une impulsion 90 suivie d'un train d'écho, donc ici 4, un facteur turbo de 4. Ok? Cette séquence, elle est précédée par un motif préparatoire qu'on appelle son noir, ou black blood, ou dark blood. Donc, c'est quoi ce motif son noir? Le motif son noir, eh ben, c'est très simple, c'est une double inversion récupération. Vous voyez ici une impulsion 180, une impulsion 180, un temps d'inversion qui est généralement aux alentours de 600 millisecondes, et puis on lance notre vraie séquence 90 suivie des impulsions 180 degrés. Cette double inversion en récupération, quel est son intérêt? Eh bien, vous allez voir sur cette animation, imaginez qu'on va faire une coupe petit axe et on a des globules rouges qui se déplacent au niveau des cavités cardiaques, que ce soit gauche ou bien droite. Ces globules rouges, quand ils se déplacent, ils donnent des artefacts. C'est ce qu'on appelle des artefacts de flux. Donc il y a des globules rouges qui entrent dans le plan de coupe, il y a des globules rouges qui sortent du plan de coupe, et j'imagine que vous avez vu cet artefact de flux plusieurs fois, notamment sur les séquences T2, les séquences T2 réalisées en IRM cérébral par exemple.
Si vous voulez analyser la carotide, vous allez voir qu'elle est parfois noire, parfois elle est un peu du signal hétérogène. C'est la même chose pour les sinus, sinus sagittal supérieur par exemple. Parfois on le voit complètement noir, parfois on voit un peu de signal à l'intérieur. C'est la même chose pour les séquences spinico-T1 où on aura beaucoup d'artefacts de flux. Donc pour éviter ces artefacts, on va utiliser cette double inversion en récupération. Donc la double inversion en récupération, qu'est-ce que ça entraîne? La première impulsion, vous voyez, c'est un rectangle qui est plein. Pourquoi? Parce que elle inverse la population de tous les protons qui sont situés dans le volume à explorer. Vous voyez, là, on va faire une coupe petit axe. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai placé mon plan de coupe. On va lancer une impulsion 180 degrés. Qu'est-ce qu'elle entraîne? Eh bien, tout est saturé, tout est noir. Les globules rouges, les spins qui sont en déplacement, les spins qui sont fixes, ils deviennent complètement noirs. Tout de suite après, une fraction de seconde après, on va y mettre une impulsion 180 degrés. Cette fois-ci, elle est sélective du plan de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on va émettre ici? Un gradient de sélection de coupe. OK? Donc ici, on n'a pas émis de gradient de sélection de coupe. Donc, on a inversé l'aimantation de tous les protons. Ici, on a récupéré. Donc, c'est l'inverse de cette impulsion 180. 180 plus 180, ils vont s'annuler. Mais on va annuler son effet seulement sur le plan de coupe. Sur le plan de coupe, donc on aura les protons stationnaires. Ils auront une aimantation longitudinale, un vecteur vert qui remonte, qui redevient normal à sa position initiale. Entre-temps, il y aura des globules rouges qui vont rester rouges, mais ils vont quitter le plan de coupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se déplacer. Avec ce TI, avec ce temps d'inversion, on laisse le temps aux globules rouges qui sont dans le plan de qui étaient dans le plan de coupe de sortir. Imaginez des globules rouges qui étaient ici et qui arrivent au niveau du plan de coupe. Eh bien, il ne va pas donner signal. Pourquoi? Parce qu'il est saturé déjà. OK? Donc, ce motif préparatoire dit son noir, il comporte tout simplement deux impulsions 180 degrés. Une non sélective. Tout de suite après, on émet une autre impulsion qui est sélective. Et par la suite, on attend un intervalle de temps, un TI, pour que les globules rouges quittent le plan de coupe. Et en plus, ça correspond au 0,69, le T1 des globules rouges. Et donc, pour avoir une meilleure saturation du signal de la graisse. Par la suite, on lance notre acquisition, notre vraie acquisition. Et comme ça, on va trouver notre plan de coupe avec les cavités qui sont complètement noires. Donc, vous voyez, on voit le myocarde. On voit que ce soit le VD, le ventricule gauche, on voit tout, mais le sang qui circule dans les cavités, il est complètement noir. C'est ce qu'on appelle une impulsion sang noir. Ça, c'est valable que ce soit pour les séquences T1 ou bien pour les séquences T2. On les appelle T1 sang noir, T2 sang noir. Le T2, moi personnellement, je préfère faire du T2 STIR, donc T2 sang noir avec saturation de la graisse. Et la saturation, elle se fait soit avec une autre impulsion 180 degrés, c'est ce qu'on appelle une triple inversion en récupération, ou bien avec une saturation spectrale de type SPER par exemple, ou bien Fatsat classique. OK? Donc là, c'est ce qu'on appelle les séquences sang noir, et en tête de file, c'est les séquences T2 STIR. OK? Cette séquence, elle est réalisée uniquement en prospective monophasique. Donc, on va trouver une image qui est figée. Généralement, on choisit la télédiastole où on a le moins d'artefacts de mouvement, parce que si on choisit un temps d'acquisition en télésystole, on va trouver le cœur qui est hypertrophié, mais les parois qui sont un peu hypertrophiées, mais on va trouver des artefacts de mouvement, parce que la systole, c'est pas comme la diastole. La diastole, elle dure beaucoup plus longtemps que la systole. Donc, on aura plus de chances d'avoir un cœur qui est immobile en télédiastole qu'en télésystole. C'est la même chose s'applique pour le coroscanner. En coroscanner, l'acquisition en prospective, elle se fait en télédiastole. OK? Malheureusement pour nous et pour un problème technique, il faut
on ne peut pas faire l'acquisition en un cycle RR. Il faut plusieurs cycles pour faire l'acquisition d'une coupe. On va voir cette animation, vous allez mieux comprendre. Voyez, avec le premier cycle, on détecte l'onde R, le trigger, et par la suite, on va lancer l'acquisition à ce moment-là. Voyez, là, c'est les impulsions 180 pour la réception du signal qui correspond en télédiastole. Tout ça, on s'en fiche. Hein. Le motif préparatoire en son noir. L'essentiel, il faut correspondre. L'acquisition du signal, c'est le gradient de lecture. Il doit correspondre à la télédiastole. Et donc, cette partie-là, elle permet l'acquisition d'une partie du plan. Par la suite, l'onde R qui suit, et on lance une deuxième partie de notre plan de Fourier, et ainsi de suite, jusqu'à remplir tout le plan de Fourier. Donc, vous voyez, pour avoir une coupe qui est figée, il faut 4 cycles RR, parfois 5, parfois 6, parfois 7. Tout dépend de la fréquence cardiaque du patient et tout dépend de notre TR, temps de répétition qu'on a choisi. Je reviens sur le TR. Le TR, ici, on ne peut pas le choisir aléatoirement. On est obligé de le choisir en fonction de la fréquence cardiaque. Imaginez que la fréquence cardiaque de notre patient est de 60 battements par minute. Donc, un cycle RR, il va durer combien? Il va durer donc, 60 battements par minute, ça fait, il faut faire le calcul, donc ça fait 1 seconde. Donc 1 seconde, donc 1000 millisecondes. 1000 millisecondes entre cette onde R et cette onde R. Ok? Donc, notre TR, il peut être soit égal à 1 RR, donc 1000 millisecondes, soit 2 RR, 2000 millisecondes. Vous imaginez, si on veut avoir une pondération de T2, vous savez, le T2, il faut un TR qui est lent. On a dit que le TR doit être supérieur à 1500. Donc, on est obligé de choisir un TR qui est égal à 2 RR, à savoir 2 millisecondes. OK? Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'impulsion son noir, elle va être acquise au premier cycle. Et par la suite, il faut faire correspondre le gradient de lecture, c'est-à-dire l'apparition de signal, en télédiastole du cycle RR qui suit pour avoir une image. Bon, ce n'est pas très important, mais juste pour vous dire que le TR, on ne peut pas le choisir en IRM cardiaque. On est obligé de suivre le rythme cardiaque du patient. OK? Donc le T2 STIR, l'intérêt, c'est un contraste T2 avec saturation de la graisse. C'est comme la séquence TIR. On cherche les métastases, on cherche l'œdème osseux en cas d'une ostéomyélite. En cas d'un infarctus du myocarde ou une myocardite, on cherche un hypersignal du myocarde. Donc, vous voyez un myocarde normal, et là, c'est l'œdème du myocarde au niveau de la paroi antéroseptale. La paroi antéroseptale qui est vascularisée par l'interventriculaire antérieur, par l'IVR. OK? Donc là, c'est essentiellement pour détecter l'œdème. Vous voyez le contraste, le sang il est noir, la graisse est noire, c'est la façade, et le myocarde il est intermédiaire, l'œdème il est en hypersignal. Donc c'est une séquence qui est très sensible pour détecter l'œdème. OK? Donc elle souffre d'un rapport signal sur bruit qui est faible, et c'est pour cette raison on l'utilise avec des coupes qui sont relativement épaisses, entre 8 et 15 mm. OK? Voilà, donc c'est essentiellement la détection de l'œdème. L'inconvénient de cette séquence, voyez ce qu'on voit, l'hypersignal ici, c'est pas de l'œdème ici, peut-être il y a un œdème au niveau de la paroi, mais tout ce qui est blanc ici, c'est un artefact de flux. C'est un artefact de flux c'est l'artefact de flux lent. Vous voyez, parce qu'au contact de la région sous-endocardique, les globules rouges se déplacent très lentement. Donc, même avec l'impulsion son noir, on peut ne pas les saturer convenablement. OK? Donc, on peut trouver ces artefacts de flux. Et ces artefacts de flux sont beaucoup plus importants quand on fait une coupe en long axe de cavité ou en 4 cavités. Pourquoi? Parce qu'on fait des plans de coupe dans le plan de mouvement des globules rouges. Alors que ici, les globules rouges se déplacent
de façon orthogonale par rapport au plan. Donc en petit axe, généralement, on a beaucoup moins de problèmes qu'en 2 cavités ou en 4 cavités. Ok? Voilà, donc l'artefact de flux, comment l'éviter? Eh bien, on peut l'éviter par d'autres séquences qu'on appelle les séquences mapping T2 ou T2 mapping, c'est la même chose. Les séquences de T2 mapping sont des séquences qui donnent une cartographie du T2. Je m'attends à une cartographie, ce n'est pas une image réelle, c'est une image qui est calculée à partir de séquences multi-écho pour voir la décroissance T2. Et donc, quand on met un ROI ici, on va mesurer. Vous voyez la mesure ici, c'est en millisecondes. Juste pour info, quand on met un ROI sur une séquence classique, on va trouver une valeur qui n'a pas d'unité. C'est un signal. Il n'y a pas d'unité sur les séquences classiques. Sur les séquences de mapping, l'unité, c'est les millisecondes. Vous voyez ici, donc le T2 au niveau de cette zone-là, il est égal à 92 millisecondes. Alors que le T2 ici, il est égal à 51 millisecondes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le T2 ici, il est plus élevé qu'ici. Ça veut dire qu'il y a de l'œdème au niveau de cette zone-là. Vous voyez, malgré que visuellement, on ne voit pas de différence. Alors que, si on fait... Donc, vous voyez ici, l'interprétation, elle est quantitative, elle n'est pas qualitative. On ne va pas dire... Et c'est quoi l'intérêt de ces séquences T2 mapping? Tout d'abord, éviter l'artefact de flux. Et secondo, imaginez que le patient, il a une myocardite qui intéresse tout le myocarde. Donc, on va trouver tout le myocarde qui est en hypersignal. Et on ne sait pas, est-ce que il est en hypersignal qui est pathologique ou qui est normal, puisqu'on n'a pas de référence. Ici, on a une référence. On dit ça, c'est en hypersignal par rapport à ça. Mais imaginez que tout le myocarde est en hypersignal. Dans ce cas, on est un peu embêté. Donc, il faut voir la valeur. La valeur du T2 normal du myocarde, elle ne dépasse pas les 60 millisecondes. Elle est variable selon le constructeur, mais généralement, elle est entre 50 et 60 millisecondes. Au-delà de 60 millisecondes, on est sûr qu'il y a de l'œdème. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, on va passer à la deuxième séquence. La deuxième séquence qui est la séquence de ciné-IRM. La séquence de ciné-IRM, c'est Fiesta, TrueFisp, BFFE. Ce sont des séquences en écho de gradient avec un TR court et ça offre un contraste T2 sur T1. On l'a expliqué l'autre fois. T2 sur T1, on a un sang blanc, on l'appelle également des séquences sang blanc. Hein. C'est le sang qui est blanc. Le liquide céphalorachidien, il est blanc. Donc liquide stationnaire blanc. Le sang, il est blanc. La graisse, elle est blanche. On a seulement le myocarde qui est en hyposignal. Donc vous voyez, on peut très bien délimiter le myocarde et on peut les utiliser pour avoir ces séquences-là, ce qu'on appelle les séquences de ciné-IRM. L'acquisition, elle est réalisée en rétrospective et plus rarement en prospective. Donc, on préfère les rétrospectives. Pourquoi? Pour imager tout le cycle cardiaque. En prospective, on va louper, par exemple, ces deux phases-là. OK? Donc, ce sont des coupes qui sont jointives, généralement, parfois espacées, des coupes entre 5 et 10 mm, et ce sont des coupes monocoupes multiphasiques. Donc, par une apnée, on aura une coupe, mais les différentes phases au niveau de cette coupe-là. Comment on obtient ça? Eh bien, c'est très simple. Puisqu'on a 10 phases de notre cycle, donc on aura 10 plans de Fourier au cours de cette acquisition. Donc, une acquisition, on aura 10 images qu'on va les défiler en boucle. Comment on va les obtenir? Avec une acquisition rétrospective, vous voyez, donc cette acquisition-là, qui va durer quelques millisecondes, elle va permettre le remplissage d'une partie de ce plan-là. Par la suite, l'acquisition qui suit, elle remplit le tiers supérieur du deuxième plan, et ainsi de suite. Donc vous voyez, au cours du premier cycle RR, on aura seulement les tiers supérieurs des 10 plans de Fourier qui sont acquis. Par la suite, quand on arrive au niveau de cette zone-là, elle va dire cette zone-là, c'est la même que celle-là. Donc, elle va permettre le remplissage du tiers moyen de notre plan. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir les 10 tiers moyens des différentes
plan de Fourier. Et ainsi de suite. Ce dernier, il va permettre le remplissage du tiers, le dernier tiers, et ainsi de suite, jusqu'à remplir tous les plans de Fourier. Par la suite, on peut lire notre séquence en boucle, et comme si on va voir le cœur qui est en train de bouger en boucle. Mais en fin de compte, c'est la succession de 10, 20, 30 images. Idéalement, actuellement, il est recommandé d'avoir au moins 20 phases par cycle cardiaque. Donc, il ne faut pas descendre au-dessous de 20 phases. Idéalement, c'est 30 jusqu'à 40 phases par cycle cardiaque. OK? Ces séquences, la lecture, elle se fait en mode ciné. On ne peut pas les interpréter sur une console donc figée. Il faut les voir en boucle. Il faut avoir l'œil. Je sais que c'est un peu difficile pour nous, radiologues, parce qu'on est habitué à des images qui sont stationnaires. C'est pas comme les cardiologues. On n'a pas l'habitude d'interpréter des images en boucle. Mais une fois vous essayez de voir beaucoup d'IRM cardiaque, vous allez avoir l'œil et vous allez interpréter de façon beaucoup plus facile les séquences de ciné-IRM. OK? Donc ça permet de voir la contractilité segmentaire. Vous voyez ici, là, il n'y a pas d'épaississement, presque il n'y a pas d'épaississement du tout. Donc on va dire que ce segment, il est akinétique. Bon, on peut dire qu'il a une hypokinésie sévère. Ici, vous voyez, il y a une contraction entre la systole et la diastole, il y a un épaississement et il y a un rapprochement vers la zone centrale. Donc on va dire qu'il est normokinétique. Ici, vous voyez ici également, tous les parois sont normokinétiques. Vous voyez ici, il est akinétique, voire même un peu dyskinétique, mais plutôt akinétique. OK? Donc, c'est ce qu'on va interpréter. On va dire que le segment, il est akinétique, normokinétique ou hypokinétique. La contractilité globale, comment on va l'interpréter? Eh bien, par la fraction d'éjection de ventricule gauche, par un logiciel qui permet de calculer la fraction d'éjection de ventricule gauche. Il faut au moins 20 phases par cycle pour avoir une bonne détection de la télédiastole et la télésyastole pour un calcul précis des volumes. On choisit actuellement minimum 30 phases. OK? Ça permet de calculer la fraction d'éjection, les volumes télédiastoliques, télésystoliques, la masse myocardique. Tout ça, on peut le calculer par ces séquences de ciné-IRM. Et généralement, on utilise les séquences en petit axe. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit que le petit axe, c'est les séquences les plus importantes. Si vous voulez, une autre fois, on va se connecter directement sur une console de post-traitement pour voir comment on peut calculer la fraction d'éjection en live, donc la fraction d'éjection, que ce soit du ventricule gauche et éventuellement du ventricule droit, mais c'est un peu poussé par rapport au ventricule gauche. OK? Ça serait très intéressant. Voilà, on peut faire des séances d'interprétation si vous voulez, sur une console de post-traitement à distance. Je vais voir comment normalement c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. OK? Voilà, la troisième séquence, c'est la séquence de perfusion. La séquence de perfusion, comme son nom l'indique, c'est comme la perfusion cérébrale ou la perfusion tumorale de façon générale, on ira ma mère et tout. Là, on va voir l'arrivée du gadolinium au niveau du myocarde. Parce que, vous savez, quand on injecte le gadolinium, il va passer par la circulation veineuse pour arriver au niveau des cavités droites, l'artère pulmonaire, retour par les veines pulmonaires, ventricule gauche, oreillette gauche, pardon, ventricule gauche, et puis l'aorte. Au niveau de l'aorte, il va passer au niveau des coronaires, et puis, qu'est-ce qu'il va passer? Il va perfuser le myocarde. Donc, par la séquence de perfusion, on va essayer de voir la perfusion du myocarde. Est-ce que le myocarde, il est normalement perfusé, ou bien il n'est pas perfusé, il est hypoperfusé? Ce sont des séquences en écho de gradient, le plus souvent en écho-planar, qui offrent un contraste T1 avec un motif préparatoire en inversion récupération. On a beaucoup de contraste T1. C'est une acquisition en prospective avec une résolution temporelle qui est très faible. Une résolution temporelle, elle est plus faible
que la séquence de diffusion. C'est une séquence qui est très rapide. Donc on aura dans un cycle 4 à 8 coupes. 4 à 8 coupes, généralement on choisit 3-4 coupes en petit axe et 2 coupes par exemple en 4 cavités ou en long axe de cavité. C'est pas très important. On va voir Inch'Allah une séance pratique. Je vais vous montrer. Je sais que parfois c'est un peu difficile, surtout pour ceux qui n'ont jamais vu ou réalisé d'IRM cardiaque, mais vous allez voir qu'en pratique c'est pas du tout facile. Donc c'est une séquence qui est très rapide. Donc généralement on lance la séquence de perfusion et puis on lance l'injection du gadolinium. Et par la suite, ça se fait l'acquisition en boucle. Vous voyez, à l'arrivée du bolus au niveau du ventricule droit. La deuxième acquisition, on aura le bolus au niveau du ventricule gauche. Et par la suite, vous voyez le myocarde qui se rehausse. Donc on répète ça en boucle pendant 1 minute. Et l'acquisition, elle va durer. Donc vous voyez, dans chaque cycle RR, donc si on a une fréquence cardiaque à 60 battements par minute, on aura 60 images en long axe, 60 images en short axe au niveau de la base, au niveau de la région moyenne et au niveau de l'apex. Donc ça va se répéter avant l'injection jusqu'à l'arrivée du bolus. Donc vous allez voir des images comme ça. Vous voyez, là c'est en accéléré. Vous voyez, le gadolinium arrive au niveau des cavités droites, au niveau du ventricule gauche et puis il rehausse le myocarde. Vous voyez, même si on n'a jamais fait d'IRM cardiaque, vous allez dire qu'il y a une zone noire ici, le pilier inférieur, et une région du sous-endocarde au niveau de la paroi inférolatérale qui ne prend pas le gadolinium. Elle n'est pas perfusée, elle est hypoperfusée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone irriguée par ce territoire, l'artère qui irrigue ce territoire, elle est par exemple occluse. Ou bien si on est face à une IRM de stress, elle est le siège d'une sténose qui est significative. Ok? Donc on parle d'une hypoperfusion de la paroi sous-endocardique, de la paroi inférolatérale du ventricule gauche. Au niveau de quelle région? Au niveau de la région moyenne. Dès qu'on voit les muscles papillaires, on va dire que c'est la région moyenne du ventricule gauche. Ok? Cette séquence, puisqu'elle dure 60 secondes, elle est réalisée en respiration libre. Vous voyez le diaphragme, il est en train de bouger, parce que là, on va demander au patient de respirer librement, donc doucement. Ok? Voilà. Donc, le protocole d'exploration, donc si on le résume, on commence par une séquence de repérage, une séquence de ciné-IRM, en long axe 4 cavités, en petit axe, les séquences morphologiques, on fait la séquence de perfusion et on injecte le gadolinium pour voir le défaut de rehaussement. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une petite pause pendant 10 minutes pour lancer ce qu'on appelle les séquences de TI scouting et finir par les séquences les plus importantes qui sont les séquences de viabilité.